Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims Champagne-Ardenne et au sein de cette université, vous êtes membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les modèles esthétiques et littéraires, le CRIMEL. Vous êtes spécialiste notamment des séries télé médiévalistes. Je cite deux exemples de livres que vous avez publiés récemment. Il y a Kaamelott, un livre d'histoire qui est coécrit avec Florian Besson. C'était aux éditions Vendémiaire en 2018. Et puis Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, aux presses universitaires de France en 2020. Votre dernier livre dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est un panorama plus global des séries télémédiévalistes. Il s'intitule Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées. C'est aux éditions des presses universitaires François Rabelais. On peut peut-être commencer par rappeler ce que c'est le médiévalisme. Oui, alors le médiévalisme, très sommairement, c'est toutes les productions qui parlent du Moyen-Âge, mais qui n'ont pas eu lieu au moment du Moyen-Âge. Voilà, donc globalement, à partir du XVIe siècle, alors même si les médiévistes sont pas forcément d'accord entre eux sur où se termine le Moyen-Âge, mais globalement, on va s'accorder sur le fait que voilà, on a un Moyen-Âge qui se termine à peu près au XVe siècle. Toutes les productions qui, par la suite, évoquent le Moyen-Âge ou utilisent le Moyen-Âge ou font appel au Moyen-Âge, c'est ce qu'on va appeler le médiévalisme. Donc ça veut dire quand, aujourd'hui, dans une bande dessinée, d'une série télé ou dans un discours politique, on fait appel à des idées, des images, des personnages attachés au Moyen-Âge, c'est ce qu'on va appeler des productions médiévalistes. Et mon rôle avec d'autres chercheurs, c'est d'étudier justement ce médiévalisme, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on utilise le Moyen-Âge très régulièrement, pourquoi on le convoque comme ça pour transmettre plein d'idées, généralement assez contradictoires d'ailleurs, de façon intéressante, et pourquoi justement on retient ces idées-là du Moyen-Âge plutôt que d'autres. Voilà, donc le médiévalisme, c'est étudier le Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge. Vous analysez 81 séries diffusées entre 1949 et 2022, dont plus des 2 tiers ont été produits ces 20 dernières années. Et donc du coup, ça fait beaucoup d'heures de visionnage. C'est pas trop dur comme travail de recherche, ça ? J'avoue que je vais pas me plaindre quand même quand je passe mes journées à regarder des séries et que j'essaye de faire comprendre à mon entourage que si, c'est du travail. C'est pas forcément le plus crédible, mais bon, ils me connaissent depuis des années, donc ça fait un petit moment que je fonctionne comme ça. C'est passer des journées à visionner Kaamelott et à expliquer non, mais je bosse là. Donc, donc voilà, j'avoue que j'ai plutôt bien choisi mon domaine de recherche. Après, bon, bien sûr, c'est comme pour n'importe quel sujet, n'importe quel corpus, ça implique des méthodes de travail, des grilles d'analyse que j'ai précisées au fur et à mesure. Voilà, c'est l'occasion de rappeler aussi que toutes les séries ne sont pas forcément les plus passionnantes. Certaines ont bien vieilli, d'autres moins. Là, j'étudie des séries donc depuis le premier serial qui date de 1949. Donc on a des choses très très variées dans le ton, dans l'esthétique, dans les formats. Donc voilà, ça a impliqué de mettre en place des grilles d'analyse qui permettent de correspondre à toutes ces différentes formes de séries sans aplatir pour autant les différences et les spécificités. Parce que quand on produit une série dans les années 50 ou dans les années au début des années 2020, on n'a pas du tout les mêmes enjeux, on n'a pas du tout les mêmes formes médiatiques pour la diffusion. Tout ça, c'est des éléments aussi économiques, marketing, en plus de esthétique et narratif à prendre en compte. Donc voilà, mon rôle, c'est de regarder des séries et de mettre pause toutes les 2 secondes à peu près en remplissant des carnets de notes tout le temps. Mais justement, c'est quoi votre méthode ? Parce que dans le livre, il y a 198 captures d'écran qui illustrent le propos. Est-ce que vous faites un premier visionnage en tant que simple téléspectatrice ou est-ce que vous prenez des notes d'emblée ? Est-ce que vous regardez les séries d'une seule traite ? Enfin, c'est ce qu'on appelle le binge-watching. Alors, tout dépend. Globalement, mais ma méthode habituelle, c'est je vais faire pour chaque série 4 visionnages. Je faisais pareil sur les films, j'ai un petit peu modifié sur les séries parce que certaines séries sont très longues, donc faire 4 visionnages de chaque série quand on a 10 saisons, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je fais un premier visionnage de découverte, de néophyte. Alors,
Ça se fait parfois, j'ai envie de dire sur mon temps libre, c'est-à-dire, aussi pour mon plaisir. Les premières fois où j'ai regardé Game of Thrones ou Vikings, c'était pas dans l'optique de l'étudier, c'était d'abord parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'aime les séries. Donc, j'étais, le soir avec, mon assiette en train de regarder, la télé comme, quelqu'un de normal, puisque je suis quelqu'un de normal. Mais donc voilà, c'est un premier visionnage de découverte. Généralement, c'est le visionnage qui, soit me donne l'idée de travailler sur les séries, soit là, quand je cherche à regarder le plus de séries possible sur, une chronologie quand même assez vaste, je sais déjà que je vais vouloir étudier ces séries, donc c'est un premier visionnage de découverte, mais qui est déjà un peu éclairé parce que, je sais globalement, où je vais avec ça. Le deuxième visionnage, c'est celui qui est le plus long parce que je regarde de nouveau toute la série, mais cette fois en faisant justement des pauses, en prenant des notes tout le temps, en, éventuellement, faisant des captures d'écran pour, des choses qui pourraient me servir par la suite. Ça me permet d'avoir moi des points de repère pour me rappeler des jeux de lumière, des, éléments de mise en scène, des représentations de personnages. La deuxième étape, elle est très longue parce que c'est là où je remplis tous mes carnets de notes. Je note, alors les fils narratifs, la représentation des personnages, tout ce que je peux décrire, je le prends en note. Et ensuite, je fais donc un troisième et un quatrième visionnage que si je peux, je fais sur l'ensemble de la série. Quand on est sur des mini-séries ou des séries qui ont fait que 2 saisons, des choses comme ça, c'est faisable. Ces visionnages, je vais les faire un premier avec uniquement l'image, c'est-à-dire je coupe le son et je regarde uniquement les images. C'est un petit peu long. C'est la partie la plus qui me paraît la plus longue. Bah, c'est pas passionnant de regarder quelque chose sans le son, je dois admettre. Surtout qu'à arrivé à ce stade, bah, je sais déjà ce qui se passe. Mais c'est une façon aussi de faire attention à certains éléments justement de couleurs, de mise en scène, des déplacements des personnages, des choses purement visuelles que je vois pas forcément lors des premières phases. Et ensuite, je fais un dernier visionnage, enfin visionnage si on veut, uniquement avec le son. Donc cette fois, je coupe l'image et j'écoute les séries. Donc là, le même principe, hein, ça me permet de repérer parfois des éléments de bruitage, des éléments musicaux auxquels j'avais pas forcément prêté attention lors des premières fois. Et dans le cas des séries qui sont plus longues, alors soit j'ai noté lors de mes premiers visionnages qu'il y avait des épisodes assez marquants, parce qu'il se passe un rebondissement important, parce qu'on a un nouveau personnage qui arrive ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, je vais revisionner en priorité ces épisodes-là. Et après, tout ce qui est épisode aux marges, c'est-à-dire le premier et le dernier épisode d'une saison, notamment. Ça, c'est les points clés. Donc, pour chaque série, j'ai regardé au moins 4 fois, au moins le premier et le dernier de la saison, et généralement beaucoup plus que ça. C'est une façon de décortiquer les séries en s'intéressant aux points de détail, mais sans perdre de vue l'ensemble de l'histoire, hein, le récit que la série cherche à nous raconter. Voilà, je suis narratologue à l'origine, hein, je m'intéresse à la façon dont on raconte les histoires. Et l'avantage, c'est que les séries racontent des histoires quand même assez passionnantes. Alors, on va justement voir ça dans la suite de l'entretien. Je tiens aussi à rassurer nos auditeurs, il n'y aura pas de spoiler. Et si jamais il y en a, eh ben, on coupera au montage. L'autre limite, c'est qu'on va essentiellement parler des points communs qui sont nombreux entre les différentes séries. Il y a bien sûr des variations, des nuances que vous détaillez tout au long du livre, mais on va surtout aborder les ressemblances. La première question, c'est sur la période. Vous avez dit que, bon, on ne sait pas si le Moyen-Âge se termine au 15e, 16e siècle. Globalement, cette période s'étend sur à peu près 1000 ans, mais les séries télé la représentent comme peu évolutive. Pour le dire autrement, que l'action se déroule au 5e siècle, 10e siècle ou 15e siècle, eh bien, la construction, le contenu d'une série ne diffère pas beaucoup. Pourquoi cette apparente fixité ? C'est une apparente fixité, alors qui est pas uniquement propre aux séries, hein, d'ailleurs. On va retrouver ça assez régulièrement dans d'autres formes de représentation, que ce soit au cinéma ou dans la BD ou dans certains jeux vidéo notamment, parce que le Moyen-Âge est aussi très représenté dans ces formes-là. C'est vrai qu'avec les séries, ça se repère énormément parce que justement, les séries télé sont un médium du temps long qui permettent justement par leur étendue, par le découpage en épisodes et en saisons, qui permettent de normalement mettre en scène une évolution. C'est ce qu'on attend un petit peu d'une série. Et là, on se rend compte que ce soit sur une même série ou sur justement l'ensemble de ce corpus, on a une vision très figée de ce que c'est le Moyen-Âge, qui va reposer notamment sur des questions de facilité et de reconnaissance. C'est-à-dire que on se dit parfois, quand je dis on, c'est plutôt les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, les gens qui vont être investis dans la création d'une série, on a parfois tendance à se dire que si on ne fait pas appel à des codes bien précis,
pour le public, c'est plus difficile de comprendre ce que c'est le Moyen-Âge. Alors que vous représentez un chevalier en armure de plate, donc plutôt au XIVe, XVe siècle, donc vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, là, tout de suite, dans l'esprit du spectateur, on voit, c'est le Moyen-Âge. Donc on imagine tout ce qui va aller avec, les châteaux forts, la féodalité. Éventuellement, si on est dans un monde de fantasy, ça va impliquer des combats contre des dragons ou avec des magiciens ou des choses comme ça. Mais voilà, ce qui fait qu'on a des images figées qui nous évoquent tout de suite le Moyen-Âge. Des créneaux, voilà, un mur avec des créneaux, des sons aussi, des bruits de cloches avec des bruits un bruit de métal qui teinte. Ça peut être des épées qui s'entrechoquent, ça peut être le bruit de la forge. Voilà, on a des bruits, on a des images, des atmosphères, j'ai envie de dire, qui évoquent tout de suite, qui convoquent tout de suite le Moyen-Âge en une fraction de seconde. C'est aussi pour ça qu'on va retrouver ces éléments régulièrement, parce que ça nous fait gagner du temps. Plutôt que de représenter des choses moins connues, des univers moins mis en scène, comme certains membres du clergé, par exemple, alors que l'Église a une place extrêmement importante tout au long de la période médiévale, en Europe occidentale notamment. Le clergé a tendance à disparaître en grande partie des représentations dans les séries. Mais parce que on parle du Moyen-Âge, ça veut dire chevalier, globalement, ou guerrier, tout au moins. C'est-à-dire que on va avoir aussi des personnages de vikings qui, historiquement, sont avant tout des marchands et des explorateurs, mais qu'on va associer automatiquement à des guerriers. Voilà, donc si on a des thèmes, des images qui reviennent tout le temps, parce que ça nous permet de gagner du temps sur la représentation. On passe pas 3 épisodes à montrer ce que c'est que le contexte médiéval. Globalement, le spectateur le reconnaît très vite et ça permet de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, de présenter des personnages qui vont être intéressants, avec des intrigues qui vont être, j'allais dire originales, pas toujours, mais voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sans avoir besoin de peindre le décor très longuement. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de facilité. Après, c'est aussi une question de coût, encore une fois, parce que si vous passez 3 épisodes à présenter le contexte, ça fait 3 épisodes de plus et ça coûte plus cher. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là de représentation, mais qui font que plus on s'appuie sur une image figée, ou en tout cas cette image aisément reconnaissable, plus ça va faciliter cette reconnaissance du spectateur et donc, on espère, son implication, son investissement dans la série. Est-ce que justement cela ne bride pas un peu les créateurs des séries? C'est-à-dire que le public, c'est quand même une activité commerciale, le public s'attend à avoir une représentation donnée du Moyen-Âge. Et est-ce que les créateurs de séries osent se départir de ces clichés qu'ils ont eux-mêmes contribué à façonner, au risque en fait de perdre le spectateur? Doucement, très doucement. On a, bien sûr, on a beaucoup d'innovations dans les séries en général et dans les séries médiévalistes en particulier. On a des innovations, mais qui vont davantage porter sur la construction du récit. Alors, je ne vais pas spoiler Game of Thrones, même si donc la série s'est terminée en 2019. Mais un des arguments narratifs de Game of Thrones, ça a été de dire ne vous attachez pas aux personnages principaux, globalement. Si vous avez vu la série, vous comprendrez tout à fait de quoi je parle. Et sinon, regardez la série quand même, vous allez voir, mais effectivement, ne vous attachez pas. Vous risquez d'être déçus. Mais donc, on avait une façon d'innover dans la construction du récit en proposant des parcours de personnages un peu différents, des renouvellements du casting ou des choses comme ça. En revanche, sur la façon dont on représente le Moyen-Âge lui-même, c'est plus difficile d'innover. Parce que, justement, on a ces éléments de reconnaissance qui font que si on ne représente pas le Moyen-Âge tel qu'il est conçu habituellement, on court le risque de s'aliéner un petit peu le spectateur. Et, j'ai envie de dire, plus grave, on a parfois des réactions de spectateurs qui disent « mais ça, c'est anachronique, ça, c'est faux ». Or, c'est parce que, alors parfois c'est vrai, on est d'accord, mais très souvent, quand on a des commentaires comme ça peut être parce que la série a voulu faire quelque chose de plus historique, de plus réaliste, si on veut, mais que c'est un élément qui est pas connu du public. Voilà, donc ce qui fait que on cherche à voir aussi dans les séries ce qu'on attend. Voilà, on cherche à confirmer la vision qu'on a du Moyen-Âge. Donc l'innovation, elle se trouve pas tant sur la représentation de la période. Ce qui va permettre d'innover un petit peu, c'est, dans la représentation du Moyen-Âge, c'est la façon de mêler les périodes.
C'est-à-dire qu'on a pas mal de séries qui vont mélanger des éléments issus du début ou de la fin du Moyen-Âge et qui vont mélanger aussi ça avec des éléments issus de l'époque moderne ou qui vont parfois intégrer aussi des visuels ou des éléments des éléments esthétiques ou narratifs qui viennent plutôt de l'époque contemporaine ou de l'Antiquité. Mais bref, on va aller puiser dans différentes périodes pour représenter le Moyen-Âge. J'évoquais Game of Thrones, on a ça très fortement dans la série et ça a été repris dans House of the Dragon. C'est quelque chose qu'on revoit aussi dans certaines séries qui datent les plus récentes, qui datent de 2022, mais on a des éléments comme ça dans Willow, dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. C'est une façon de piocher un peu partout en fonction de l'esthétique qu'on veut créer. Alors, ça donne parfois des choses qui donnent une impression de médiévalité. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge, alors que on a des références à des œuvres d'art ou à des costumes ou des choses comme ça qui datent de 3, 4, 5 siècles plus éloignés ou que le Moyen-Âge. Alors, il y a des séries justement qui sont plutôt réalistes, historiques, et puis d'autres qui sont de la fantasy, comme Game of Thrones, c'est-à-dire on va retrouver de l'imaginaire, du surnaturel, de la magie, des créatures non humaines, des dragons, etc. Mais est-ce que le cadre change entre ces deux types de séries, ou est-ce que finalement le fait de chercher à homogénéiser le Moyen-Âge en prenant des ajouts de différentes périodes, eh bien finalement on fait que on voit pas très bien la différence entre des séries réalistes et des séries de fantasy? Aujourd'hui, en 2023, cette différence s'efface, justement parce que on a plein de séries de fantasy qui ont eu tendance à vouloir mettre en avant une esthétique. Alors, effectivement, plus réaliste, entre guillemets, parce que quand on est avec des dragons, des zombies, des choses comme ça, forcément, on se doute qu'on n'est pas dans quelque chose de réel. Mais il y a l'idée alors ça a été un argument aussi, un argument de vente dans le cas de Game of Thrones. L'idée que c'est plus réaliste parce que globalement, je vais être honnête, parce que c'est plus violent. Alors ça, c'est un problème aussi dont on pourra reparler, mais c'est quelque chose qui est en fait très récent dans les représentations, parce que si on remonte un petit peu, alors dans les premières séries qu'on a, les premières séries médiévalistes sont des séries réalistes au sens où elles ne mettent pas en scène de magie, ou très peu, mais tout simplement parce que c'est compliqué à mettre en scène dans les années 40, dans les années 50, pour des raisons de construction de l'image, des raisons de budget aussi. On n'a pas forcément la possibilité de mettre en scène des créatures ou des magiciens. Ce qui fait que les premières séries, alors le tout premier serial, c'est Les Aventures de Sir Galahad. C'est un personnage issu de la légende arthurienne, mais c'est représenté, sans magie. On nous parle de l'épée Excalibur que Galahad va rechercher, mais globalement, c'est une épée normale. On la voit pas briller particulièrement, flamboyer ou des éléments qui pourraient nous indiquer qu'il y a de la magie. Et les séries qu'on va avoir par la suite, globalement, jusqu'aux années, aux années 70, voire aux années 80, c'est des séries qui vont privilégier un ancrage historique très précis. On a ça avec même des séries sur des personnages de fiction, des séries sur Robin des Bois, sur Ivanhoé, sur Thierry Lafronde. On est malgré tout sur un contexte qui se veut réaliste. On pourrait en citer plein. Il y a Thibaut ou les Croisades, il y a Bayard, il y a Guillaume Tell. Des séries qui reprennent un petit peu le même schéma d'ailleurs dans le parcours des personnages, mais qui ne sont pas des séries de fantasy. Les séries de fantasy, on les a d'abord, dans le cas du médiévalisme, en animation. Donc surtout pour la jeunesse, parce que dans l'animation, ça permet, dans un dessin animé, on peut représenter des dragons, des créatures, de la magie, sans que ça coûte rien de plus que de représenter un chevalier. Donc c'est comme ça qu'on va avoir, par exemple, une série qui date de 72 et qui s'appelle The Adventures of Sir Prancelot. C'est un dessin animé avec un petit chevalier qui part aux croisades. Bon, en fait, qui décide de partir aux croisades surtout pour s'éloigner de sa femme qui le gonfle. C'est quelque chose présenté de façon humoristique. Et il vit des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres, jusqu'à arriver en Terre Sainte, où il se rend compte que, je spoil un petit peu, mais la série date de 72, alors je vais me permettre, mais il se rend compte que la croisade est terminée depuis 20 ans ou quelque chose comme ça. Donc, il rentre chez lui, il fabrique une fusée et il rentre chez lui en quelques minutes. Voilà, donc là, on peut représenter ça parce qu'on est dans de l'animation. Les différences vont être en fait très marquées à cette époque entre quelque chose de réaliste et quelque chose de fantasy. Il y a une série qui date de 83 qui s'appelle Wizards and Warriors, sorciers et guerriers, qui est donc une série de fantasy
Et là, on est sur, là, on le voit à 15 kilomètres, qu'on n'est pas sur quelque chose d'historique, que ce soit dans les costumes, dans la représentation des monstres. Alors, on a des jeux avec des rayons laser ou des choses comme ça. Il y a une esthétique qui fait très Power Rangers, pour donner une idée, avec des monstres qui sont des constructions en espèce de mousse. On fait avec le budget qu'on a et avec les capacités techniques de l'époque. Donc, il y a des choses qui sont d'ailleurs très bien faites et qui tiennent bien la route. Et il y en a d'autres, forcément, hein, depuis les années 80, on a un petit peu, la technique a un peu évolué. Mais dans une série comme ça, il n'y a aucune prétention de réalisme, c'est absolument pas le but. Et on ne cherche pas non plus à donner l'illusion qu'on est dans quelque chose de réaliste. Et c'est, en fait, plus tardivement, de façon très récente, globalement à partir des années 2000, où cette frontière entre fantasy et série avec un style plus réaliste va diminuer, si bien que on a parfois des hésitations. Je prends la série Vikings, par exemple. C'est une série qui a mis en avant le fait qu'ils ont utilisé des consultants historiques pour représenter justement le parcours notamment du personnage de Ragnar Lothbrok, même si on sait que c'est adapté de textes littéraires, donc de légendes, et que ils ont forcément condensé l'histoire en rapprochant des personnages qui vivent à plusieurs siècles d'écart pour que ça serve la narration. Mais on a malgré tout une volonté de présenter quelque chose esthétiquement qui fait réaliste. Voilà, c'est ça, c'est qui donne l'impression d'être réaliste. Et pourtant, dans Vikings, on a aussi des éléments qui flirtent avec la fantasy, qui flirtent parfois avec le fantastique, avec le personnage du seer, par exemple, le voyant, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Est-ce que ce sont des personnages qui ont des visions, des choses comme ça? Enfin voilà, on est a priori sur une série qui se présente comme historique, avec des consultants historiques, mais malgré tout, on a cette tendance vers le fantastique qui apparaît aussi. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite innovation de notre 21e siècle. Une des constatations centrales du livre, c'est que le cœur du scénario tourne le plus souvent autour d'un héros qui est un noble chevalier blanc qui doit combattre dans un monde guerrier. Pourquoi cette omniprésence de la violence? Est-ce que c'est pas aussi parce que le Moyen-Âge est souvent enseigné de cette manière, c'est-à-dire une succession de guerres, de batailles, des rois vainqueurs, des rois vaincus? Est-ce que c'est pas lié à ça aussi? Si, alors je croyais que la question allait se diriger vers pourquoi cette prédominance du héros blanc masculin. Ah, ce sera après ça. Alors, ça, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je pense que c'est une conception sociétale beaucoup plus large, qui n'est pas propre au Moyen-Âge. Pour ce qui est de cette représentation, alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que on a cette vision de l'histoire qui est datée aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on ne fait plus de l'histoire comme ça, même si l'histoire scolaire est un petit peu encore influencée par cette idée que l'histoire, c'est une succession de dates. Donc les dates de naissance et de mort des rois ou des reines, mais c'est vrai que des reines en France, on les oublie un petit peu, qu'elles sont secondaires dans la façon dont l'histoire scolaire est parfois conçue. Des dates aussi de grandes batailles, voilà, 1515, Marignan, d'accord, super, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une série de nombres comme ça veut pas dire grand-chose à partir du moment où c'est pas contextualisé. On a parfois cette idée tout à fait erronée que l'histoire, ça se limite à une succession de dates et des dates qui vont être liées à la noblesse et à la guerre. On sait bien entendu que c'est pas le cas, que c'est plus complexe, que il y a tout un contexte social, économique, culturel, artistique à prendre en compte. Et que faire de l'histoire, ça peut aussi, et ça devrait aussi, être faire l'histoire du peuple, faire l'histoire économique, faire l'histoire de l'imprimerie, enfin voilà, tous ces éléments qui constituent la vie et qui ne s'arrêtent pas aux têtes couronnées. Donc ça, c'est une image datée de l'histoire, mais il y a un processus pour que la représentation qu'on a d'une discipline, et notamment de l'histoire, évolue. Mais on voit que l'histoire, du point de vue des chercheurs, a été modifiée depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'on ne focalise plus l'histoire uniquement sur les grandes figures et sur les dates. J'ai envie de dire heureusement. On propose aussi des choses intéressantes. Il faut le temps que cette évolution se répercute dans ce qui est enseigné à travers les manuels, à travers la façon dont les enseignants du primaire et du secondaire, et donc ensuite du supérieur, font évoluer ce qu'ils enseignent aussi et ce qu'ils transmettent aux élèves. C'est par aussi cette transmission scolaire que les imaginaires changent, qu'on n'enseigne plus nos ancêtres les Gaulois et que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ou des choses comme ça. Enfin,
C'est des représentations qui évoluent, mais qui s'accrochent un petit peu dans l'imaginaire collectif par l'intermédiaire de l'école et par l'intermédiaire de toutes ces représentations qu'on a. Et les séries jouent aussi énormément sur ça. Alors je vais reprendre l'exemple de Game of Thrones, désolé, mais c'est vrai que il a été. Non, mais c'est une série qui parlera à tout le monde. Bah c'est ça, et ça a été très éloquent sur la représentation de l'histoire parce que c'est une série qui est diffusée entre 2011 et 2019 et qui va justement mettre en avant les idées de réalisme historique, etc. Alors avec tout ce que ça implique, mais c'est une série qui s'appuie sur des romans écrits à partir de 96, qui sont pas terminés pour le moment, donc écrits par George Martin. Et George Martin écrit donc dans les années 90 à partir des connaissances qu'il a lui-même. Alors il a une grande culture, il lit beaucoup, mais il va lire notamment des choses qui vont être liées à la formation qu'il a eue, donc à l'éducation que lui a reçue dans les années 70 et 80. Ce qui fait que dans la série Game of Thrones diffusée donc dans les années 2010, on se retrouve avec une vision de l'histoire datée, puisque elle va renvoyer à ce que George Martin avait en tête lorsqu'il a commencé à rédiger les romans Le Trône de Fer. Alors bien sûr, on a entre deux des interventions qui vont être liées aux enjeux de représentation, qui vont être liées aux enjeux marketing, qui vont être liées à plein de choses comme ça. Mais malgré tout, la vision globale de ce qu'est l'histoire va être quelque chose d'énormément daté et qui ne prend pas en compte l'évolution de l'historiographie entre globalement les années 80 et ce qu'on a dans les années 2010. Parce que c'est pas le but, encore une fois, hein, le but de George Martin et le but de HBO quand ils font Game of Thrones, c'est pas de faire un documentaire. Mais on se retrouve avec une série qui met en avant sa prétention de réalisme historique, hein, ça a été longuement rappelé dans le marketing autour de la diffusion de la série. Alors oui, George Martin a fait des recherches, George Martin s'appuie sur des éléments historiques, même si il s'appuie par exemple en grande partie sur, alors là on a dit, hein, Game of Thrones c'est une réécriture de la guerre des deux roses dans un monde de fantasy, oui, mais c'est aussi la guerre des deux roses vue par Maurice Druon dans Les Rois maudits. Donc on est encore sur un intermédiaire littéraire et lui aussi daté d'un point de vue historique. Ce qui fait que on se retrouve dans les années 2010 avec une représentation de l'histoire qui met en avant un réalisme historique qui est en fait quelque chose qui date de 40 ans avant. Donc voilà, c'est le temps que ça arrive jusqu'aux séries, le temps que ça arrive jusqu'au grand public, l'histoire continue à évoluer, heureusement, la recherche continue à évoluer, et il faut le temps que ça découle petit à petit jusqu'aux représentations. Dans l'intitulé de ma question, donc je commençais par parler du noble chevalier blanc et puis vous vous attendiez à la question d'après. Bon, mais je vais vous la poser. Donc c'est vrai que les héros c'est souvent des nobles, des chevaliers et des hommes blancs. C'est ce que vous écrivez. Est-ce qu'en fait ça fait pas écho à la société contemporaine, c'est-à-dire que les séries elles représentent beaucoup plus l'époque dans laquelle elles sont produites que la réalité historique qui reste illusoire? Si, tout à fait, hein, c'est clairement ça. Encore une fois, c'est pas propre uniquement aux séries. Ça, c'est un phénomène qui a été pas mal étudié par des historiens notamment, mais c'est l'idée que quand on veut représenter un film ou une série historique, on va en fait d'abord transmettre les valeurs et les enjeux de notre propre époque, parce que c'est ce qui nous parle aussi. Voilà, on va utiliser une période historique, en l'occurrence le Moyen-Âge, comme vecteur d'idées que nous, on veut voir et on veut voir représenter. Donc, on se met toujours en scène, on est très égocentrique, hein, que ce soit dans les séries ou ailleurs. On met d'abord en scène ce qui nous intéresse, nous, et le Moyen-Âge échappe pas à cette règle. Alors, quand je dis qu'on a principalement des héros masculins blancs, alors oui, hein, ça c'est sûr, dans l'histoire des séries médiévalistes, c'est assez évident. J'évoquais tout à l'heure les séries des années, depuis la fin des années 40 jusqu'aux années 70, 80, oui, on peut continuer à monter, je pense, jusqu'aux années 90. Le héros est à chaque fois un homme blanc, généralement solitaire, ou alors qui va s'agréger une troupe de compagnons façon Robin des Bois ou Thierry Lafronde, voilà, avec soit qui multiplie les conquêtes amoureuses, hein, c'est ce que fait Thibaut dans Thibaut ou les croisades, ou qui va avoir une dulcinée bien définie, voilà, qui généralement pourrait être enlevée une ou deux fois, hein, pour faire des aventures un petit peu et envoyer le héros voilà, mener des quêtes diverses, avec d'abord des représentations de nobles, de guerriers,
Ça se nuance un petit peu. Alors dans les années 80, 90 notamment, où on va avoir des héros un peu plus ambigus, un peu plus faillibles aussi. Dans les années 80, on a La Vipère Noire, Blackadder, excellente série britannique que je ne peux que conseiller, dont la première saison est consacrée au Moyen-Âge et en fait chaque saison représente une époque différente. Mais voilà, on va avoir là un personnage beaucoup moins héroïque. Dans les années 90, on va avoir aussi un peu plus de personnages féminins qui vont être mis en avant. Je pense à La Caverne de la Rose d'Or, qui date du début des années 90 et qui là met en avant une jeune femme blanche qui va vivre pas mal d'aventures. Donc c'est lié aussi à l'évolution de la société. Encore une fois, les différentes vagues de féminisme, les enjeux de représentation qui varient. Dans les années 90, on a aussi la série Cadfael qui est toujours un homme blanc, mais qui est cette fois, alors un ancien chevalier puisqu'il a participé aux croisades, mais qui est désormais plus âgé et qui est un religieux. Et donc, ça veut dire que là, on va être sur une représentation du Moyen-Âge où la guerre est toujours présente, mais où on a malgré tout une vision différente. On n'est plus sur des enjeux guerriers constamment. La guerre est davantage en toile de fond. Et le personnage de Cadfael, frère Cadfael, va mener des enquêtes ici. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi après dans d'autres séries. Là, clairement, on est sur une représentation qui évoque aussi ce qu'on peut avoir chez Echo avec Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose qui a été un succès littéraire, ensuite un succès en film et qui a été de nouveau adapté en série en 2019. Voilà, donc on peut représenter aussi le Moyen-Âge différemment. C'est pas parce que le personnage est un héros, un homme blanc, que c'est problématique, bien entendu. D'autant que, soyons honnêtes, la littérature de l'époque est en grande partie centrée sur des personnages d'hommes blancs. C'est aussi le principe, c'est un biais de l'époque. Ce qui pose problème, à mon sens, c'est quand on n'a que ce type de personnage. Parce que ça veut dire aussi uniquement le même type de récit. Et petit à petit, dans l'évolution des séries, on va voir apparaître des récits différents avec des personnages différents. C'est-à-dire des relations entre les personnages qui évoluent, des parcours qui évoluent, des types de personnages qui évoluent, même si on est toujours toujours sur des personnages relativement jeunes, relativement minces, etc. Mais parce qu'on a aussi l'idée que il faut les envoyer à l'aventure pour qu'on ait un récit intéressant. Donc, si c'est un enfant en bas âge ou un vieillard, ça va être beaucoup plus compliqué de lui faire mener des aventures épiques et de faire des roulades, voilà. Donc, c'est aussi une question pratique. Il y a plein d'enjeux comme ça, mais on voit que ça a évolué quand même, au sens où on a plus de diversité. Plus de diversité, ça veut pas dire bannir les personnages d'hommes blancs. Ça veut dire montrer que ce sont pas les seuls, parce que justement, ce qui compte dans une série médiévaliste, comme dans toutes les séries et dans toutes les productions historiques, c'est pas tant de représenter le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un prétexte. Ce qui compte, c'est de représenter ce que nous, on veut mettre en scène, ce que nous, on veut voir. Ça marche plus ou moins bien. Il y a des choses qui sont faites avec plus ou moins de subtilité et des récits plus ou moins intéressants. Mais ce qui compte, c'est aussi de proposer des choses un peu différentes. Voilà, des modèles qui varient. Parce que si le Moyen-Âge est une structure figée, comme on a souvent dans les séries, si on peut éviter en plus d'avoir des récits et des personnages figés, ça nous arrangerait. Voilà. Justement, pour rebondir sur la diversité, on a l'exemple de 2 séries récentes qui ont mis en scène des acteurs noirs au premier plan. Je pense à House of the Dragons, qui est donc le spin-off de Game of Thrones, où l'acteur noir Steve Toussaint joue en plus le rôle d'un seigneur. Et puis aussi dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, dans lequel on a la princesse Disa, qui est une princesse naine noire. Comment ça a été reçu, ces nouveaux castings, et notamment sur Internet? La question piège. Comment ça a été reçu? Pas toujours très bien. Mais comme pour beaucoup de récits, de casting qui intègrent plus de diversité, là on parle de séries récentes, mais ça avait été le cas en 2008. Il y a une série qui s'appelle Merlin, tournée entre le Royaume-Uni et la France, puisqu'on avait une partie du tournage à Pierrefonds dans l'Oise, où le personnage de Guenièvre, qui deviendra à la fin de la série la reine Guenièvre. Encore une fois, là je spoil l'histoire, mais c'est la légende arthurienne, elle date de 1000 ans, donc voilà. Oui. Mais donc le personnage de Guenièvre est interprété par Jacques Houlby, une actrice métisse, dont le frère chevalier est un acteur à la peau noire, etc.
Et déjà, ça avait pas plu à l'époque. Alors encore une fois, pas à tout le monde, mais il y a une partie très vocale du public qui explique que ça ne peut absolument pas être le cas parce que on est sur le Moyen-Âge et que au Moyen-Âge, en Angleterre, on ne peut pas avoir de personnages importants qui seraient des personnages noirs. Alors, bon, il y a plusieurs problèmes avec cette idée. Il y a l'idée que déjà, on ne peut pas avoir de personnages noirs, mais on peut avoir des dragons, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, bon, on met le critère du réalisme où on veut. Ensuite, c'est oublier en fait un petit peu trop vite que des personnages qui n'ont pas des gens qui n'ont pas la peau blanche, on en a, que ce soit en Angleterre ou dans ce qu'on va qualifier de la France du Moyen Âge, parce que on a des mouvements de population, on a des commerçants qui viennent d'un peu partout. On a notamment des gens qui se déplacent du nord de l'Afrique ou du fin fond de l'Asie, ce qui fait que des gens qui n'ont pas la peau blanche, on en voit au Moyen Âge, que ce soit dans la réalité historique ou dans les textes. On a des témoignages, on nous décrit des gens qui ne sont pas blancs. Donc, ça ne veut pas dire que la majorité de la population dans l'Angleterre du Xe siècle, par exemple, est une population noire ou à la peau pas blanche, mais ça veut dire que ce sont des personnages, des gens, partir de personnages, des gens qui existent et dont la présence ne surprend pas tant que ça, justement parce que on a cette importance, notamment du commerce, qui fait que on croise plein de gens. Donc ça a été, c'est un argument qui est problématique de dire qu'on ne peut pas avoir d'acteurs noirs dans des séries sur le Moyen-Âge, parce que généralement l'argument qui est avancé, c'est parce que c'est pas réaliste. Bon encore une fois, le but est pas de faire du réalisme. Là, on a des dragons, que ce soit dans Merlin, dans House of the Dragon ou dans Les Anneaux de pouvoir, on a d'autres éléments magiques aussi. Donc après tout, on prend le critère qu'on veut. Et si on est sur des arguments de réalisme, en fait, on se rend compte que ça n'a pas de sens à la fois dans la construction du récit, dans ce que la série souhaite proposer et dans ce qui était véritablement le panorama social du Moyen-Âge. Alors encore une fois, à quelle époque associer une série comme Les Anneaux de pouvoir, qui n'est pas du tout une série à visée historique et réaliste? Voilà, on peut se poser la question. Mais c'est quelque chose qui est pas propre au Moyen-Âge non plus. Il y a eu un tollé qui a été fait aussi au moment de l'annonce de casting de l'actrice qui va interpréter la petite sirène dans le reboot en prise de vue réelle par Disney. Voilà, ça fait partie des choses qui posent problème à une partie des fans. Les mentalités évoluent aussi, faut s'en rendre compte. Après, oui, on est sur des personnages qui ont été mis au premier plan dans le marketing, que ce soit les personnages d'elfes noirs dans Les Anneaux de pouvoir ou les personnages de Steve Toussaint et en fait une partie de sa famille dans House of the Dragon. En revanche, alors je ne vais pas spoiler. Ce sont des personnages qui restent malgré tout secondaires dans l'action à chaque fois. C'est-à-dire que, alors j'évoquais les personnages d'elfes, mais aussi le personnage de la reine naine dans Les Anneaux de pouvoir. C'est des personnages qui ont un rôle, qui ont des répliques, qui agissent, mais qui sont pas les personnages principaux, les personnages centraux. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans Willow, où ça évolue doucement avec plus de représentation, plus de diversité, que ce soit dans les questions raciales ou ethniques, dans les questions de relations amoureuses aussi. Dans Willow, on a un petit peu d'évolution, mais ça se fait doucement parce que le but est pas forcément de plaquer de la diversité pour le plaisir de plaquer de la diversité. C'est des enjeux essentiels aujourd'hui de représentation. Il faut représenter parce que justement, quand on fait une série, même sur le Moyen-Âge, on cherche à représenter notre époque avant tout. C'est toujours la même chose. Mais ça se fait doucement parce que justement, dès qu'on a une représentation un peu moins blanche, on a toute une vague sur les réseaux sociaux notamment qui se fait entendre. Ça fait un petit tollé le temps des annonces, les annonces de distribution et éventuellement au début des séries. Et ça ne changera rien sur le long terme. Voilà, les représentations évoluent. Ce qui va faire qu'une série reste dans les mémoires ou pas, c'est pas les questions de diversité, c'est les questions de est-ce que le récit est intéressant et va être captivant pour les spectateurs. Ça, l'avenir nous le dira. En termes de représentation, donc on l'a dit, ça tourne beaucoup quand même autour de la violence et des chevaliers. Le clergé est assez peu représenté. Et puis, un point intéressant, vous trouvez une différence entre les évêques, donc les hautes fonctions qui sont plutôt vues négativement,
et puis les charges les plus modestes, le curé du village qui lui est plutôt un personnage sympathique. Alors d'une manière générale, les séries elles se déroulent en Europe occidentale où le christianisme est la religion prédominante au Moyen Âge, mais la religion chrétienne elle est plutôt dévalorisée, notamment lorsqu'on la compare aux croyances des peuples nordiques, donc dans Vikings, Last Kingdom, etc., où le polythéisme est souvent synonyme de tolérance, de liberté, de croyance. Pourquoi cette image négative de la religion chrétienne, notamment dans ces séries-là? En fait, la représentation négative va porter pas tant sur le christianisme en lui-même que sur tout ce qui est religion institutionnalisée. Mais c'est vrai que donc voilà, ça reste principalement le christianisme qui est la religion la plus mise en scène, ou parfois des formes qui rappellent le christianisme. Je pense par exemple à une série de Netflix qui a eu qu'une seule saison, qui s'appelle Cursed, la rebelle, qui réécrit la légende arthurienne, mais du point de vue du personnage de Nimue, donc un personnage féminin et traditionnellement un peu plus secondaire dans la légende. On est là sur donc une représentation légendaire qui inclut des personnages de fantasy, puisqu'on a des peuples fées, c'est-à-dire avec des cornes, avec des ailes, voilà, des créatures féeriques, mais qui vont lutter contre une religion institutionnalisée, des prêtres rouges qui ne sont jamais évoqués comme des chrétiens, mais tous les éléments rappellent, que ce soit leur hiérarchie, certains éléments de rituel ou de culte, sont clairement faits pour renvoyer aux heures les plus sombres de l'histoire du christianisme, et notamment aux pratiques de l'Inquisition. Donc ce qui fait que là, même sans utiliser des termes liés au christianisme, on va avoir toutes ces connotations derrière. Donc voilà, le christianisme en tant que religion institutionnalisée qui cherche à dominer et à étendre son pouvoir, c'est ça qui va être représenté de façon négative, alors que les figures effectivement plus humbles dans la hiérarchie chrétienne, comme les moines, les prêtres, vont avoir généralement une représentation beaucoup plus positive, parce que on ne les voit pas comme des personnages qui vont faire du prosélytisme, comme des personnages qui vont chercher à imposer un culte, mais au contraire comme des adjuvants, des personnages qui vont venir aider le héros. C'est le cas du prêtre dans Thierry Lafronde, qui est régulièrement là et qui tempère aussi les tensions entre les Français et les Anglais à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est un des personnages qu'on va avoir avec le personnage de Frère Tuck aussi dans la légende de Robin des Bois. Enfin, c'est des figures beaucoup plus proches des héros et aussi beaucoup plus éloignées de l'institution, parce que ce soit Frère Tuck ou Frère Cadfael, voilà, tous ces personnages, ou le personnage de Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, ce sont certes des religieux, mais qui ont une vision très personnelle de ce qu'ils doivent appliquer, et qui vont avoir parfois tendance à enfreindre un petit peu des règles jugées trop strictes quand ça peut permettre d'aider des personnages. Et on retrouve ici l'idée que le personnage, le héros de séries médiévalistes, c'est le personnage qui est un petit peu différent. C'est celui qui n'applique pas bêtement les règles, que ce soit un guerrier ou un religieux. C'est celui qui va réfléchir, qui va permettre de faire évoluer les choses, en acceptant donc parfois d'enfreindre un certain règlement. Et la religion, même si voilà, elle est malgré tout moins représentée que des thèmes politiques ou des thèmes guerriers, suit un petit peu le même schéma. Et ce qui fait que on a une représentation au contraire plus positive des religions païennes ou des croyances païennes, parce que on n'a pas l'idée d'institution qui va chercher à s'étendre absolument, avec tous les enjeux de contrôle des esprits et aussi de contrôle des richesses qu'on peut avoir dans certaines époques du christianisme. Les personnages païens vont avoir un rôle généralement un peu plus positif dans les représentations très récentes, comme avec la série Vikings, avec The Last Kingdom, parce que on les voit comme justement plus tolérants des pratiques et ne cherchant pas à imposer automatiquement leur foi aux autres. Alors, c'est pas forcément le cas dans les séries des années 50, qui sont beaucoup de séries qui viennent des États-Unis, où là, les personnages de païens sont généralement soit les ennemis, soit les païens ou les musulmans aussi, qui vont apparaître comme les ennemis, ou qui apparaissent comme des personnages un peu de victimes qu'il va falloir aider. Voilà, on a ça aussi avec certains personnages de musulmans ou de juifs qui sont dans une difficulté quelconque, et que le gentil héros chrétien le héros va venir en aide. Donc voilà, c'est une représentation qui évolue aussi
Après, ça veut pas dire que la tendance est totalement inversée. Je pense justement, j'évoquais les séries Vikings ou la série The Last Kingdom. On a toujours une dénonciation du christianisme en tant qu'institution, mais on a aussi des visions nuancées des pratiques païennes qui paraissent parfois violentes, alors notamment parce que ce qu'on en sait, ce sont beaucoup des écrits de clercs, donc de religieux médiévaux, qui donc voyaient ça d'un œil totalement apeuré, donc qui en font une description généralement un petit peu brutale. Voilà, on a des restes aussi de ces textes du Moyen-Âge, et on a comme ça des nuances qui vont apparaître. Vous prenez la série Vikings, on n'a pas du tout la même conception de la religion entre le personnage de Ragnar, qui va être très tolérant, notamment par son amour pour Athelstan, mais qui va aussi chercher parfois à convertir Athelstan et qui va chercher à imposer certaines idées, qui ne va pas apprécier que certains se convertissent au christianisme, etc. Mais voilà, il est déjà un peu plus tolérant, il va être un peu plus dans le dialogue, alors qu'on va avoir aussi le personnage de Floki, qui paraît beaucoup plus intégriste dans sa vision de ses pratiques et de ses croyances religieuses. Donc voilà, c'est encore une fois l'idée que ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la variété et d'avoir de la diversité, en fait. Les nobles et le clergé, c'est une petite minorité de la population au Moyen-Âge, à peu près 3%. Le gros des troupes, ce sont les paysans, les travailleurs, et pourtant on les voit très peu à l'écran, et quand on les voit, ils sont représentés comme étant sales, miséreux, ils sont habillés de couleurs ternes, en fait ils se confondent pratiquement avec le paysage alentour. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Enfin, quelle fonction ils occupent dans les séries? Mais on ne les voit pas parce que dans l'histoire, pendant très longtemps, on ne les a pas vus. On n'a pas voulu les voir, plus exactement. Ce qui fait que on retrouve cette idée dans les séries. On va se focaliser sur la noblesse, et encore une fois, la noblesse de la chevalerie, principalement. Et il faut bien habiter un petit peu, remplir les décors et habiter les villes ou les campagnes que traversent les chevaliers. Donc on met des paysans en éléments de décor. Ce qui fait qu'on va considérer que si on est un paysan, c'est qu'on n'a pas une grosse espérance de vie et qu'on passe sa journée dans la boue et que on est sur une vision qui n'a pas beaucoup évolué depuis les Visiteurs ou depuis Sacré Graal des Monty Python, où on voit des paysans qui pataugent dans la boue et qui sont ravis de le faire. Pourtant, on sait que déjà c'est la majorité de la population, que oui, on a une grosse population paysanne, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une éducation, ce qui n'empêche pas de porter d'autres couleurs que le marron et le beige, l'air de rien, parce que c'est des choses qu'on a très souvent dans les séries. Et c'est pareil, on a tout ce qui est artisan, tout ce qui est personnage qui va gérer l'administration du royaume ou des choses comme ça, tous ces personnages disparaissent. C'est-à-dire qu'on a 90% de la population médiévale qui n'apparaît pas dans les séries, ou alors, rapidement en passant, on a quelques séries qui mettent un peu plus l'accent sur les artisans. Je pense par exemple à une série comme Les Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, on va avoir une représentation de certaines formes d'artisanat parce que la série repose sur la construction d'une cathédrale. Donc, on va avoir certains artisans qui interviennent dans la construction de cette cathédrale et on va avoir une présentation aussi de la façon dont ils travaillent, de leurs outils, etc. Même si, encore une fois, c'est pas un documentaire. Donc, ce qui fait que on a une vision extrêmement biaisée, mais qui reproduit ce qu'on a eu pendant très longtemps dans l'histoire universitaire, l'histoire scolaire aussi. C'est-à-dire, voilà, on centrait notre attention sur les nobles, les hauts du royaume, en donnant l'idée que ce sont les personnes qui font évoluer la société, etc. Bon, encore une fois, la recherche a bien évolué sur ces sujets. On prend en compte des histoires maintenant, l'histoire populaire, l'histoire économique, qui permet de faire évoluer ces représentations. Mais il faut le temps que ça se reproduise dans les séries, ce qui n'est pas le cas encore pour l'instant, ce qui fait que quand on va avoir des personnages qui ne sont pas chevaliers, plus généralement, ou des personnages plus humbles, on va encore s'appuyer souvent sur des clichés. Et j'évoquais la représentation des Visiteurs et de Sacré Graal. C'est pas anodin parce que là où on va avoir un peu plus de personnages de paysans, c'est dans les comédies. On a ça dans Kaamelott, on a ça dans La Petite Histoire de France aussi, qui est une série française diffusée sur M6 où on a une partie consacrée au Moyen-Âge. Les paysans sont toujours des personnages secondaires, mais malgré tout, ils sont là. Ils ont un rôle, ils ont un nom, que ce soit Guetno et Ropars dans Kaamelott ou Gaspard dans La Petite Histoire de France. Ce sont des personnages qui font partie de la distribution. On va s'appuyer pour les mettre en scène sur des clichés, justement, sur les questions de saleté, etc.
Alors, j'en profite pour rappeler que oui, on se lave au Moyen-Âge, Oui. fréquemment d'ailleurs. Ah bah vous dites même par exemple que leur dentition était meilleure que la nôtre, alors que l'image qu'on en a, c'est celle des visiteurs avec des dents Mais noires oui, et qui manquent, mais en fait non. c'est ça, Jacouille la fripouille a fait beaucoup de mal, Hum, à la représentation de la hum, dentition médiévale. Non, mais c'est vrai que ce qui, abîme les dents, c'est, principalement le sucre et le sucre, dans l'alimentation au Moyen Âge, bah, c'est pas compliqué, on n'en a pas, en fait. Voilà, on va avoir du miel ou des choses comme ça, mais qui ont pas du tout les mêmes enjeux et qui donc ne provoquent pas les mêmes dégâts sur, la dentition. Cette image, c'est une image perpétrée par le cinéma et certaines séries, mais qui se développe en fait en grande partie au 19e siècle. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. La plupart des clichés qu'on a sur le Moyen Âge aujourd'hui, ils viennent soit de la Renaissance, soit du 19e siècle. oui, qui voulait se mettre en opposition à la période d'avant, quoi. C'est ça, c'est Hum, début de la période moderne, on a eu tendance à vouloir un petit peu taper sur le Moyen Âge en disant hum, c'est 1000 ans où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est une époque un peu obscure, voire obscurantiste. Hein. D'ailleurs, on parle de Moyen Âge parce que c'est cette époque d'entre-deux, entre une antiquité qu'on suppose glorieuse et l'époque moderne, notamment à partir de la Renaissance, qui va être voilà après l'époque de l'humanisme et de tout ce qu'il y a de le plus positif dans l'histoire de l'humanité, y compris les chasses aux hum. sorcières. Bref. Donc voilà, c'est des images qu'on a voulu développer, qu'on a voulu entretenir pour se rassurer aussi. Et ça se retrouve un petit peu à partir du 19e siècle, où on a une forme de redécouverte du Moyen Âge, avec à la fois une façon de glorifier le Moyen Âge comme un temps passé, un temps voilà avec une certaine nostalgie. C'était un temps plus simple. Globalement, l'ère pré-industrielle, avec on était plus proche de la nature. Voilà, il y a tout ce romantisme qui va se greffer hein, sur cette image du Moyen Âge. Mais on va aussi, du coup, avoir tendance à accentuer l'idée que on n'avait pas de technologie, que le Moyen Âge c'est une époque donc un peu arriérée parce que on n'a pas d'innovation. Voilà. Alors qu'encore une fois, en 1000 ans d'histoire, avec quand même pas mal de guerres entre deux et pas mal d'évolutions. Je pense notamment au XIIe siècle, qui a été une époque de renaissance véritablement. On a énormément d'évolutions, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans la polyurcétique, dans la médecine. Enfin voilà, tous ces éléments ont énormément évolué sur les 1000 ans d'histoire médiévale. On a eu tendance un petit peu à l'oublier, et ce qui fait que la redécouverte du Moyen-Âge au XIXe siècle est à la fois quelque chose de positif, au sens où ça remet un petit peu au goût du jour le Moyen-Âge, et on n'en est toujours pas sorti aujourd'hui, donc ça, je suis ravie. Mais ça a permis aussi de construire ou de figer des clichés sur une époque voilà, plus arriérée. C'est une façon aussi de se rassurer pour nous, de se dire que notre histoire, notre évolution en tant qu'être humain va forcément dans le bon sens, puisque on est forcément mieux qu'au Moyen Âge, puisqu'on a une plus grande espérance de vie, on a plus de technologie, je ne sais pas voilà quels critères on peut mettre derrière, mais c'est une façon de se rassurer aussi, même d'un point de vue politique, d'un point de vue voilà scientifique. On se dit que l'évolution ne peut aller que dans le bon sens. Bon, bah, Hum. dans les faits, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, je pense. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est l'expression anglaise Dark Ages, les âges sombres, pour désigner cette image négative du Moyen Âge, et qui fait justement référence un peu au titre de votre livre, le Moyen Âge en clair-obscur. Pour terminer, Justine, je voudrais juste quelques mots sur vos préférences personnelles. Alors d'abord sur Game of Thrones, parce que ça a été un peu le fil rouge de notre entretien finalement. Alors c'est une série, et vous l'avez dit, dont la diffusion s'est terminée en 2019, qui a été marquante pour plusieurs raisons, parce que il y avait des dizaines de personnages principaux, des centaines quasiment de personnages Oui. secondaires, des arcs narratifs qui s'étendent sur plusieurs saisons. Est-ce que vous considérez que Game of Thrones, c'est l'étalon or aujourd'hui des séries télé médiévalistes? Et est-ce que depuis 2019 et dans les séries qui doivent sortir prochainement, est-ce que vous voyez des choses qui pourraient potentiellement l'égaler ou la surpasser? Ouh, vaste question. Sur Game of Thrones, en tant que étalon de référence, oui, c'est sûr, Mmh. actuellement, à la fois pour les séries médiévalistes et pour les séries de fantasy, de façon plus large, puisque Game of Thrones, ça fait partie de ces œuvres qui ont contribué à décloisonner un petit peu la fantasy et à montrer que c'était plus un genre de niche. On a eu d'autres œuvres comme ça avant. Hein. On a eu notamment, je vais rester sur le 21e siècle pour pas remonter jusqu'à Tolkien, mais au 21e siècle, on avait eu
juste avant le 21e siècle, les premiers livres Harry Potter et ensuite les adaptations au cinéma de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. C'était des œuvres qui avaient contribué comme ça à élargir un petit peu la fantasy et à montrer que voilà, ça pouvait être pour tout le monde. Game of Thrones a cette fois permis de montrer que la fantasy c'était pas que pour les enfants. Clairement, loin de là, parce qu'on s'adresse pas à un jeune public dans Game of Thrones. Non. Et, ne faites pas ça chez vous, ne montrez pas Game of Thrones à vos enfants. Et ça a été une façon aussi, de toute façon c'était un argument donné par George Martin, qui disait qu'il voulait écrire de la fantasy pour les gens qui n'aiment pas la fantasy. Je pense qu'il a en grande partie réussi, et Game of Thrones a contribué à étendre ça. Et ça a été une série avec un succès énorme, un succès mondial, un succès à la fois populaire et critique, même si on pourrait peut-être nuancer sur la dernière série, voire peut-être même les 2 dernières saisons. Alors, on va pas spoiler la fin, d'accord? Non, mais je peux vous dire que c'est moins bien, déjà, pour la dernière saison. Si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, moi, je vous conseille de vous arrêter à l'avant-dernière saison. La dernière est pas forcément nécessaire. Mais donc, voilà, après, c'est des choix de représentation aussi. Puis, rappelons que les showrunners de Game of Thrones, au bout d'un moment, ils ont dépassé l'histoire qu'avait prévue George Martin, puisqu'il n'a pas encore publié la fin de son récit. Donc, ils ont improvisé et on sent qu'ils n'ont pas les mêmes capacités d'auteur que George Martin. Mais donc, on est sur une série qui a été un énorme succès que les grands studios cherchent à reproduire aujourd'hui. Ils ont cherché à se mettre dans le créneau laissé par Game of Thrones. Alors, en fantasy, on a eu des tentatives avec des choses comme sur HBO, ils ont enchaîné avec His Dark Materials, une série de fantasy. On a eu aussi d'autres studios qui ont tenté des choses. Netflix, par exemple, depuis 2019, et c'est pas anodin, 2019, c'est l'année de fin de Game of Thrones. Depuis 2019, Netflix propose The Witcher. The Witcher qui, sur le papier, a tout pour égaler, peut-être même surpasser le succès de Game of Thrones. Après, ça, c'est sur le papier. Tout dépend de ce qu'en fait Netflix. Ils sont pas forcément bien partis, je pense, avec la première saison de The Witcher. Ça se rattrape un petit peu sur la suite. Mais leur but étant de faire tout de suite un univers étendu. Comme on a un Marvel Cinematic Universe ou un univers Star Wars aujourd'hui. Le but de Netflix aujourd'hui, c'est de créer un Witcherverse, je sais pas comment on peut dire, puisqu'on a la série The Witcher qui est en cours depuis 2019. On a eu un film d'animation, Le Cauchemar du Loup, sur Netflix aussi. Là, on a eu fin 2022 la mini-série The Witcher Blood Origin, enfin l'héritage du sang, qui est une série préquelle à The Witcher, mais qui prépare la suite. Et l'idée de Netflix, ça va être, entre les saisons de The Witcher, de proposer soit des mini-séries, soit des films d'animation, pour pouvoir étendre cet univers. Donc voilà, leur objectif, c'est de clairement s'inscrire dans le créneau laissé par Game of Thrones, en s'adressant à un public qui aime une vision sombre du Moyen-Âge. Et pour ça, avec The Witcher, ils ont l'avantage d'avoir une super base, puisque ils s'appuient sur des romans d'Andrzej Sapkowski, donc un auteur polonais qui a écrit les romans qui s'appellent Le Sorceleur. Romans qui, a priori, sont terminés, même si l'auteur n'exclut pas la possibilité de réécrire des textes, mais donc une histoire complète, contrairement à Game of Thrones où on n'a toujours pas la fin. Et en plus, c'est une histoire, alors encore une fois, très riche, avec de la magie, avec une vision très sombre du Moyen-Âge, donc on est sur les mêmes codes, mais où on a aussi une première fanbase qui existait, des fans déjà bien acquis à la cause, à la fois avec le succès des romans, comme on avait pour Le Trône de Fer, et avec The Witcher qui avait été adapté en jeu vidéo, aussi par CD Projekt Red, entre 2007 et 2015, avec notamment le superbe The Witcher 3 Wild Hunt qui date de 2015. Mais donc, ce qui fait qu'il s'appuie déjà sur non seulement un univers, mais aussi des fans déjà présents, a priori. Bon, à voir si Netflix arrive à être à la hauteur de cette saga. C'est pas forcément sûr pour le moment, mais en tout cas, ils y travaillent. Et on a des studios comme ça qui vont chercher à se mettre dans le créneau de Game of Thrones, mais pas avec une seule série. Et ça, c'est ce que je pense c'est la tendance qui se dessine sur le médiévalisme. Une série ne suffit pas. On le voit, Game of Thrones a été décliné avec un spin-off préquel qui est House of the Dragon. D'autres projets sont en cours. HBO cherche à entretenir justement ce succès
de Game of Thrones. On a aussi la série Vikings Valhalla qui prend la suite, toujours sur Netflix d'ailleurs, qui prend la suite de la série Vikings. La série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, c'est une série qui s'inscrit bien sûr dans la lignée des œuvres de Tolkien, mais aussi de Peter Jackson. Et il y a d'autres projets de la Warner qui sont en cours autour de ces univers. Enfin voilà. Y compris des films. Y compris des films, tout à fait. Et puis je mets de côté tous les jeux qui existent aussi. C'est le cas aussi avec Willow, qui est une série qui poursuit le film qui date des années 80. Donc on est ici sur l'idée de vouloir continuer à représenter des Moyen-Âge de fantasy, mais avec une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des œuvres préexistantes, voilà, donc The Witcher, Game of Thrones, Vikings, Le Seigneur des Anneaux, Willow. Donc on s'appuie sur quelque chose déjà existant pour capitaliser un petit peu sur ce succès, continuer à le prolonger et continuer à étendre des univers. Alors encore une fois, il faut que maintenant les récits suivent, puisqu'on a des univers qui sont intéressants, qui ont beaucoup de potentiel. On a des studios qui ont beaucoup de moyens aussi. Toutes les séries que j'ai évoquées là, qui datent de 2022, sont toutes des séries diffusées sur des chaînes ou des plateformes à péage, que des séries payantes. Donc voilà, il y a des enjeux aussi économiques derrière qui sont un petit peu différents. On a clairement les budgets qui suivent. La série Les Anneaux de Pouvoir a clairement tué le game dans les questions de milliards dépensés. Maintenant, il faut que les récits aient quand même suffisamment de force pour tenir derrière. Et ça, je pense que c'est la prochaine étape qu'il va falloir travailler, parce que Game of Thrones, c'était non seulement du pseudo-réalisme, très belle distribution des décors et des costumes sublimes, etc. Mais il y avait une histoire qui tenait la route derrière, un récit qui tenait la route. Ça, pour l'instant, on a un peu de mal à le retrouver dans d'autres séries plus récentes. Mais en tout cas, on va continuer à suivre les studios qui essaient de nous proposer ces récits différents, je sais pas, mais ces récits variés sur le Moyen-Âge. Enfin, les séries, on en a cité pas mal. Ce serait quoi votre top 3 pour terminer? Oh, c'est cruel. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai pas dit la série préférée, mais allez, le podium, quoi. Et dans le désordre. Le podium. Alors, c'est difficile. Je vais pas citer Game of Thrones parce qu'on l'a déjà beaucoup évoqué. Et que je pense que les gens connaissent maintenant. Si vous avez réussi à échapper à Game of Thrones depuis 2011, déjà chapeau, parce que c'était pas forcément le plus simple. Et je pense que pour maintenant, vous pouvez être un peu tranquille avec ça. Mes séries préférées, c'est horrible. Je vais citer des choses peut-être un petit peu à la marge, mais moi j'aime beaucoup une série par exemple qui a eu que 2 saisons, qui a été diffusée entre 2015 et 2016 et qui a pas été diffusée en France, donc désolée. Mais c'est une série qui s'appelle Galavant. Donc Galavant, c'est une série qui a été diffusée sur ABC. C'est une série médiévaliste de fantasy qui détourne les codes des contes de fées. Et c'est une série musicale. Voilà, donc c'est très particulier. Si vous tapez sur des moteurs de recherche, vous pouvez avoir plein d'extraits et plein de chansons de la série Galavant. C'est une comédie, c'est extrêmement drôle. Et voilà, donc je trouve ça assez fabuleux. Donc je mets forcément Galavant dans mon top 3. C'est pas facile, mais je vais mettre un peu des séries originales. Voilà. Parce que moi, en lisant votre livre, je pense que vous aimez bien Kaamelott et Vikings et Last Kingdom. Oui. Alors, parce que vous les citez beaucoup. Je les cite beaucoup, mais aussi parce que c'est des séries longues qui ont plein de saisons et donc qui donnent plein de matière à exploiter le Moyen-Âge. J'ai forcément un faible pour Kaamelott parce que c'est une série avec laquelle j'ai grandi et j'ai une histoire personnelle très liée à Kaamelott, une série qui se prolonge aussi en bande dessinée, qui se prolonge maintenant en film, une série qui commence à avoir ses produits dérivés, qui évolue, qui se construit petit à petit depuis 2005, donc ça commence à dater un petit peu. Donc voilà, je mettrai aussi Kaamelott dans mon top 3. Et alors après, je cite beaucoup The Last Kingdom. Ça veut pas dire que c'est la série que je préfère, mais elle étudie, elle montre des facettes intéressantes du Moyen-Âge, donc c'était important d'en parler. C'est pareil, j'ai un faible pour Vikings parce que on est sur des représentations parfois très caricaturales, donc qui sont très intéressantes à étudier, en plus du charme des personnages principaux que sont Ragnar et Lagertha notamment. Mais voilà, je vais rester dans les comédies pour la peine pour mon top 3. Après Galavant et Kaamelott, je vais citer une autre série française, peut-être très peu connue et qui a été diffusée sur Arte, qui s'appelle Pigeons et Dragons.
Ah oui. Voilà, qui surprend un petit peu, mais je pense que c'est important de montrer aussi que le Moyen-Âge, c'est pas que des guerres et des gens qui meurent, mais qu'on peut en rire et qu'on peut faire des comédies assez sympas sur le Moyen-Âge. Pigeons et Dragons, c'est une série d'animation faite avec du stop motion, avec des petites figurines, en fait, de ces trois chevaliers un petit peu pourris qui partent à l'aventure et qui envoient des nouvelles de leurs aventures au barde qui transmet tout ça sur la place publique. Et donc, ils transmettent des pigeons, d'où le titre de Pigeons et Dragons. C'est très drôle. Ça s'appuie, encore une fois, sur pas mal de clichés. C'est bien écrit. Voilà. Et c'est une façon de jouer un petit peu à la fois avec le Moyen-Âge et, encore une fois, notre époque contemporaine, parce que les pigeons de Pigeons et Dragons sont représentés sous la forme de petits oiseaux bleus qui vous rappelleront un réseau social en déclin actuellement. Voilà. Donc, c'est une façon un petit peu décalée de représenter le Moyen-Âge, et je pense que c'est bien aussi de pas perdre de vue cette idée, et que le Moyen-Âge, c'est pas que une époque sombre, qu'on a aussi des choses qui font rire, des choses qui créent de la nouveauté et des modèles un peu différents dans tout ça. Moi, je cite trois comédies que je vous invite fortement à découvrir, sachant que Galavante est difficilement accessible, mais il y a des extraits un peu partout sur les plateformes. Kaamelott est en rediffusion toutes les semaines sur les chaînes du groupe M6 depuis 2005, et Pigeons et Dragons est accessible en intégralité et gratuitement sur le site d'Arte, logiquement. Donc voilà, profitez bien. Eh ben, impeccable. Alors vraiment, du coup, toute dernière question, ça vous coûte combien en abonnement aux différentes plateformes de diffusion? Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir. Après, parce que j'essaye justement d'être abonné au plus de plateformes possibles, mais ils en créent toujours des nouvelles. Pour l'instant, j'ai réussi à ne pas prendre d'abonnement à Paramount+, qui est la petite dernière plateforme, parce qu'il n'y a pas de série médiévaliste qui apparaît pour le moment dessus. Mais c'est peut-être une question de temps, donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Bon, l'avantage aussi, c'est que moi, c'est mon travail, donc c'est des frais professionnels, tout ça. Mais oui, ça fait un budget, malgré tout, l'air de rien. Eh ben, merci beaucoup, Justine Breton, d'avoir accepté cette invitation, puis de nous avoir parlé de votre passion, en plus de votre travail, finalement. Je rappelle le titre de votre livre, donc c'est Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées. C'est dans la collection Sérial des éditions des presses universitaires François Rabelais. Et quant à moi, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous.